Bonjour Aurore Gorius, vous êtes journaliste, vous venez de publier avec votre consoeur Anne-Noémie Dorion, Fils et filles d'eux, enquête sur la nouvelle aristocratie française, aux éditions La Découverte. Alors la thèse de votre livre, c'est que les héritiers, les fils et les filles d'eux, sont dans toutes les sphères de pouvoir, la politique, l'économie, la culture. Bon, finalement, c'est un peu ce qu'écrivait le sociologue Pierre Bourdieu dans La Reproduction, il y a quelques années déjà. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à faire ce livre? Est-ce que c'est parce que c'est un phénomène aujourd'hui encore plus marqué? Oui, il nous a semblé effectivement que quand on lit les médias, quand on lit la presse, quand on regarde les médias, il y a beaucoup de fils et de filles d'eux, notamment dans le domaine culturel. Et c'est de là qu'on est parti. Dans le domaine économique, ça existe déjà depuis pas mal d'années, dans le domaine politique aussi, mais dans le domaine culturel, depuis 10-15 ans, les fils et les filles d'eux, les enfants d'acteurs, de réalisateurs, de chanteurs, sont omniprésents. Et on a voulu essayer de comprendre derrière, au-delà des trajectoires personnelles, du talent individuel, qui est de toute manière une donnée un peu subjective, on a voulu aller voir derrière, dans l'industrie de la culture, comment on en est arrivé à cette situation. Et donc aller enquêter un petit peu sur les mécanismes qui font que les fils et les filles d'eux arrivent à faire leur film facilement, arrivent à faire un album facilement, etc. Et au-delà du réseau, on s'est rendu compte, au-delà du réseau des parents qui peut aider un enfant à démarrer une carrière, on s'est rendu compte que l'industrie culturelle est vraiment devenue une industrie qui manque d'imagination, c'est-à-dire une industrie qui est fondée beaucoup sur la notoriété. On a des noms connus, qui sont déjà connus du grand public, et donc on va miser sur ces noms-là au générique des films, ou bien pour produire un premier album, et on va espérer que le public va suivre parce qu'il connaît déjà le nom. Donc indépendamment finalement du talent ou de la qualité artistique d'un travail, parce que souvent ces fils et ces filles d'eux n'ont encore rien fait, mais au-delà de leur qualité intrinsèque ou de leur travail, bien au-delà, on mise sur leur nom. Et donc le nom est devenu en soi quelque chose qu'on transmet de génération en génération. Il y a un business qui s'est construit autour du nom. Et c'est ça qu'on a voulu montrer, comment finalement ces industries culturelles sont beaucoup fondées sur des mécanismes marketing, puisque dans le marketing, le nom rassure l'achat du consommateur. Hein. Et on en est un petit peu là aujourd'hui dans l'industrie de la culture, d'autant plus que le cinéma... Il y a beaucoup de films qui sont produits tous les ans, beaucoup de films français, 2 fois plus aujourd'hui que dans les années 90 par exemple. Donc pour se démarquer des concurrents, on va essayer d'avoir des noms connus qui vont permettre d'attirer le public. Et si on n'arrive pas à avoir le père ou la mère, on a l'enfant et c'est très bien parce que c'est un nom connu qui permet déjà d'être identifié, de se démarquer des concurrents. Idem dans la musique. Depuis la crise du disque, qui était assez violente et qui a remis en cause beaucoup l'industrie musicale, les maisons de disques manquent d'imagination, ne prennent plus de risques. Donc on va soit produire des enfants d'eux qui ont déjà un nom, ou alors, et là la coexistence des deux est, je trouve, assez violente, on va aller chercher des jeunes talents, mais qu'on va faire passer par des émissions de télécrochet, souvent, qui sont une sorte de simulacre de méritocratie. On va mettre en scène des concours de beauté avec un jury, avec le vote du public, des primes à répétition pour faire voter le public. Donc un simulacre de méritocratie, mais qui en même temps peut s'avérer être un parcours du combattant assez violent. Où il y a un peu d'humiliation, il y a des choses difficiles, et au bout de ça, on va arriver avec un nouveau talent dont on va faire le disque parce il est déjà passé à la télévision. Mais donc, pour se faire repérer aujourd'hui, ça passe soit par ce simulacre de méritocratie, et sinon, les places sont déjà beaucoup trustées par les enfants d'eux. Et donc là, il y a vraiment un problème d'ouverture et de créativité. Parce que la créativité, la culture, c'est quand même avant tout la créativité, quoi. Alors il n'y a pas que dans la culture, hein. C'est vrai qu'à vous lire, le cinéma français apparaît comme véritablement un syndicat d'héritiers et pas étant une nouvelle génération. Mais prenons le cas par exemple de la politique, peut-être un peu plus connue, mais c'est vrai que vous montrez encore dans ce livre que de très nombreux élus ou hauts fonctionnaires transmettent leur position ou leur terre d'élection à leurs descendants. On pense à gauche comme à droite, aux Barrault, aux Méhaignerie, aux Guérini, aux Alliot-Marie, aux Baillet, aux Sarkozy et même aux Beauvais. La démocratie serait-elle confisquée ? Ce qui est certain, c'est que ces baronnies locales, qui sont vraiment des dynasties politiques implantées localement, perdurent, alors que parallèlement, quand même, la politique est devenue un métier qui s'est professionnalisé, et la professionnalisation de la politique n'a pas conduit
à faire émerger beaucoup de nouveaux talents, un petit peu, mais pas suffisamment. Et les baronnies locales sont encore très implantées. Donc là, il y a un déficit démocratique qui repose, enfin, dont l'origine repose essentiellement sur les partis qui ne font pas leur travail, qui laissent des baronnies s'implanter, qui laissent des circonscriptions à être transmises de père en fils. On cite le cas de Roselyne Bachelot, mais il y en a plein d'autres. Vous avez cité toutes ces baronnies qui existent en fait dans toute la France, dans le Nord, à Marseille, à Paris. Enfin vraiment, il n'y a aucune région qui est épargnée. La dynastie Barrault, évidemment aussi... en Auvergne, enfin, il y a vraiment beaucoup d'exemples dans toutes les régions. Et malgré la professionnalisation de la politique, malgré les mouvements de jeunes qui sont censés faire émerger de nouveaux talents, malgré ça, les familles restent quand même très implantées localement et les partis ne font pas leur travail de formation, de détection de nouveaux talents et finalement n'accompagnent pas suffisamment de nouvelles recrues qui ont envie de s'investir, ne les aident pas à apprendre ce métier qu'est la politique, ne les aident pas suffisamment à apprendre ce métier qu'est la politique et à les aider à se faire connaître des électeurs qui, parce que les électeurs peuvent avoir aussi un réflexe assez grégaire de voter pour des gens connus. On a connu le père, on va voter pour le fils. Et c'est dommage, mais ça, c'est les partis qui devraient mieux jouer leur rôle de détection et de formation. Est-ce que ça a été dur d'enquêter, de travailler? Parce que j'imagine que quand vous allez voir des gens en leur disant « je fais un livre sur fils et filles d'eux », certains vous disent « oui, mais moi j'ai mon mérite personnel, je ne dois pas tout à mon père ou à ma mère ». Ça a été compliqué. Alors, il y a des gens qui acceptent d'en parler. Par exemple, on a parlé avec Pierre Laurent, qui est le dirigeant actuel du Parti communiste, dont le père avait été numéro 2 du PC. Et lui a voulu raconter son histoire en disant, voilà, moi, ma trajectoire est liée à mon apprentissage de la politique grâce au militantisme, j'ai grandi là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Donc il raconte ça très bien, et la politique c'est aussi ça, c'est aussi apprendre, découvrir la politique à travers le militantisme, la socialisation très jeune. Mais beaucoup de gens en fait bloquent, et c'est vrai que chez les acteurs, chez les chanteurs, chez les réalisateurs, c'est une sorte de tabou, parce qu'il y a la peur de passer pour un héritier, je pense, et aussi parce que finalement c'est un milieu qui n'a peut-être pas encore bien conscience, qui ne veut pas très bien regarder à quel point l'entre-soi est fort, voilà, et à quel point finalement le public va voir leurs films, achète leurs disques, mais eux appartiennent à une élite qu'il est très difficile de rejoindre. Et cet entre-soi, les acteurs de ce milieu n'en ont pas véritablement conscience et sont dans une forme de déni. Voilà, vraiment il y a un déni, une gêne mais aussi un déni et un manque de conscience du phénomène. Vous parlez d'une société bloquée en conclusion, où vous avez des mots assez forts, où vous parlez du piston, vous dites que les dés sont pipés, donc ce sont des mots forts. Est-ce que c'est pour vous un des ferments de la crise démocratique que nous vivons, qui explique par exemple le ressentiment de parts entières de la société qui disent « mes enfants ne pourront pas avoir cette ascension sociale dont j'ai pu bénéficier ». Oui. Alors nous on est parti de la culture, mais la culture c'est la partie immergée d'un phénomène beaucoup plus large. Effectivement, une société bloquée, en panne de renouvellement. Ça passe aussi par l'éducation, on parle beaucoup d'éducation dans le début du livre aussi, parce qu'il y a des écoles de l'entre-soi où les élites sont sélectionnées entre guillemets par cooptation dès le plus jeune âge, dès l'âge de 3 ans, et qui échappent au système méritocratique, au système de l'école républicaine. Donc ça commence dès le plus jeune âge, et finalement il y a le sentiment, je pense, et qui est fondé sur des faits bien réels, d'une élite qui est coupée du reste de la société, et donc d'un ascenseur social qui ne fonctionne plus suffisamment, et en plus d'une élite qui garde les places pour elle-même. Et je pense que ça fait partie aujourd'hui du malaise social français, d'un sentiment de coupure, d'un sentiment de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir s'élever socialement. Ça fait totalement partie du malaise actuel, dont on parle finalement assez peu. On parle de crise identitaire et on a un peu oublié, alors que ça a tendance à s'accentuer, ou en tout cas à revenir. Il y a eu une ascension sociale, ça a existé il y a quelques décennies. Aujourd'hui, elle ne fonctionne plus, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'elle ne fonctionne plus beaucoup, ou très peu, malgré des tentatives de diversification, des voies de recrutement au sein des grandes entreprises, dans les grandes écoles. Mais ça fonctionne extrêmement mal et on n'en parle pas suffisamment. Merci. Merci à vous.